Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est donc 19h05, nous allons commencer cette séance de conseil municipal. Je vois qu'à nouveau le public est extrêmement nombreux, vous pensez qu'il est peut-être en vacances, ce qui est assez cohérent en ce début d'été, mais peut-être qu'au bout de la caméra, nous avons quelques centaines de personnes qui nous observent. Donc ne disons pas n'importe quoi ce soir. Merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui sont là, à toutes celles et tous ceux qui se sont excusés bien entendu. Merci à la presse d'être présente ce soir. Et au service, en l'occurrence Martine ce soir, qui nous assiste. Voilà, alors nous avons un conseil assez dense quand même. Alors, je fais l'appel, le maire est là. Lucille Boichot est absente, elle m'a donné pouvoir. Patrick Médig, Philippe Guyot, Elisabeth Toureau, Gérard Laprin, Serge Lesbos, Marina Veil est absente et a donné le pouvoir à Fanny Lemantec, Martin Darbois, Étienne Aymar, Laurette Gégou, Yves Le Cloarec, Christian Lucas, Marie Mandréan, Sabine Gignalis, Fanny Lemantec, Sandrine Cartron, Nathalie Deblon est absente et a donné pouvoir à Sandrine Cartron. Jean-Jacques Labatte est absent et a donné pouvoir à Catherine Chaise. Véronique Le Corollaire, Catherine Chaise. Jean-Philippe Perriès est absent et a donné pouvoir à Véronique Le Corollaire. Emmanuel Herzog est absent et a donné pouvoir à Dany Forest. Dany Forest. Éric Monin. Gaël Léveillé. Pascal Lermite est absent et a donné pouvoir à Gérard Laprin. Véronique Ancel est absente et a donné pouvoir à Patrick Médig. Thierry Coespel. Présent. Voilà. Donc, nous avons bien des présents et représentés. La secrétaire de séance ce soir, et elle l'a accepté avec plaisir, c'est Fanny Lemantec. Merci Fanny. C'est encore elle, dit Patrick. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Merci Fanny, tu vas voir, c'est pas facile. Procès verbal du 9 juin. Il y avait eu des remontées, donc je ne pense pas, je n'ai rien vu passer en tout cas, pas de remarques particulières, donc il est adopté à l'unanimité. Nous vous le faisons passer pour signature, regardez bien ceux qui avaient les pouvoirs la fois précédente, merci. Alors nous avons ce soir un certain nombre de délibérations, en l'occurrence 14, et 5 points d'information, 6 points d'information, pardon. Je vais donc commencer sans tarder. Pas de remarques préalables, nous n'avons pas eu de questions arrivées au courrier ou au courriel, donc nous démarrons. Alors, la délibération 47, une histoire d'admission en non-valeur et de créance éteinte. Ah si, le public arrive. Le public arrive, merci au public. Concernant le budget principal, je vais donc céder la parole à Philippe Guyot. Philippe. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Premier bordereau, les trois que j'ai à évoquer, donc j'aborderai assez rapidement, si vous en êtes d'accord. Et je vais les lire, hein, comme ça ira plus vite. C'est notamment donc dans le cadre de l'appurement périodique des comptes entre l'ordonnateur et le comptable, monsieur le trésorier de Valmélignon a proposé une mission en non-valeur l'extinction de plusieurs créances détenues par la commune d'Arradon sur le budget principal. Il est proposé donc d'admettre en non-valeur et d'éteindre les montants suivants. Donc une créance admise en non-valeur à hauteur de 802,92 €, une créance éteinte à hauteur de 458,08 € sur un total de 1261 €. Ce sont des dettes qui soit sont impossibles à recouvrir sur les 802,92, soit liées à du surendettement. Ce sont des dettes qui, pour la plupart d'entre elles, ont été générées entre les années 2018 et 2019. Les créances éteintes donc relèvent d'une décision d'effacement de la dette de la commission de surendettement et les créances admises en non-valeur concernent les redevances de restauration scolaire et d'accueil de loisirs. Merci Philippe. Y a-t-il des questions ou des remarques? Il n'y en a pas.
Après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour admettre en non-valeur la somme totale de 802,92 € sur le budget principal, éteindre les créances d'un montant total de 458,08 € sur le budget principal, autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires et prendre toutes les mesures utiles à la bonne exécution de la présente délibération. Des oppositions? Abstentions? Adopté. Délibération 48. Admission en non-valeur aussi, mais sur le budget annexe mouillage, je repasse la parole à Philippe. Bien, donc de la même nature, le même acabit, mais ceci sur le budget annexe des mouillages, donc dans le cadre de l'apurement des dettes périodiques, des comptes de l'ordonnateur et comptable, monsieur le trésorier de l'Adménigur a proposé l'admission en non-valeur de plusieurs créances détenues par la commune d'Arradon et a proposé d'admettre en non-valeur le montant suivant, donc de 207,77 € qui correspond à un certain nombre de créances entre les années 2019 et 2022. Merci Philippe. Des questions? Donc, après débat, le conseil est donc invité à délibérer pour admettre en non-valeur la somme totale de 207,77 € sur le budget annexe des mouillages, autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires et prendre toutes les mesures utiles à la bonne exécution de la présente délibération. Opposition? Abstention? Adopté, merci. Délibération 49. Une décision rectificative numéro 1 sur le budget principal et à nouveau Philippe Guyot. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une écriture comptable qui va nous permettre de transférer des frais d'études principalement liés à l'opération d'aménagement du moustoir, qui était impacté sur l'article 2031, et qui vont être transférés sur l'article 2315 du chapitre 41. Donc c'est vraiment une écriture comptable pour nous permettre que ces frais d'études figurent à l'inventaire et nous permettent ensuite de les amortir. Voilà, donc les frais d'études, donc en section d'investissement en dépenses sur les articles 41, 23, 15. Donc il y a une rectification dans l'intitulé. Il faut lire à la place de chapitre 20, il faut lire de l'article 2031 et à la place de chapitre 23, il faut lire l'article 23, 15. Donc ça sera modifié au compte rendu. Je reviens donc sur les dépenses d'investissement, frais d'études, opérations patrimoniales, budget prévu initialement 20 000 €, une décision modificative de 50 000 €, ce qui porte la nouvelle inscription budgétaire à 70 000 €. Voilà, pour le total global de dépenses de 5 551 431,98 €. Et en recettes, installation matériel, outillage technique, opération patrimoniale. Donc le budget était prévu à hauteur de 30 000 €. Il est porté par décision bonificative à 80 000 €. Donc les 50 000 € que nous retrouvons pour un total de 6 816 611 € et 61 centimes. Merci Philippe. Y a-t-il des questions, des interrogations? Non? Ok, donc sous réserve de la modification et de la concordance entre les articles qu'on vous a cités, le 23-15 d'un côté et le 20-31 de l'autre, nous allons passer au vote. Après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver la décision modificative budgétaire numéro 1 du budget principal de la commune dans les conditions définies ci-dessus. Autoriser le maire à prendre toutes les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier et signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Adopté, merci. Délibération 50. Nous allons changer de sujet, mais on va continuer à parler en euros. Il s'agit des tarifs du restaurant municipal pour l'année scolaire qui s'ouvre en septembre, donc 23-24. Et je vais passer la parole à Marie-Mad Tréant. Comme chaque année, en fait, au mois de juin, nous votons donc les tarifs pour l'année scolaire, du 1er septembre à fin août 2024. Cette année, quelques petites modifications au niveau de l'organisation des tranches de quotient familial. Donc en fait, il a été décidé, actuellement donc il y a 5 tranches de quotient familial et pour calculer donc les tarifs qui sont appliqués.
Pour une plus juste contribution des ménages, il est proposé de créer une nouvelle tranche de caution familiale et d'ajouter un tarif extérieur sur la grille tarifaire du restaurant municipal afin de permettre l'étirement de l'amplitude des ressources des familles au plus près des capacités contributives respectives. Donc, il y avait donc une tranche de 0 à 500, de 501 à 900, de 901 à 1200, de 1200 à 1500, une tranche voilà, de la cinquième tranche était de 1500 au-dessus de 1501, voilà, et aussi pour les extérieurs, cette cinquième tranche. Et puis, il y avait donc une dernière tranche pour les non-inscrits ou les hors délai. Donc, ce qui est proposé, c'est de faire donc une tranche de 1501 à 2000 et une nouvelle tranche au-dessus de 2000 et aussi une nouvelle tranche pour les extérieurs. D'autre part, au regard du contexte économique, donc la commune va proposer un indice de révision de 8% sur les tranches de quotient, hormis la première tranche, pour laquelle elle propose un indice de révision de 3% afin de compenser une partie de l'augmentation des coûts. Donc la raison pour laquelle on augmente de 8% les tarifs, c'est principalement l'augmentation en fait des denrées alimentaires qui sur les 4 premiers mois a augmenté de 25%. Donc on a travaillé pour essayer de compenser, hein, si on peut dire, de partager l'augmentation entre la commune qui sera bien sûr beaucoup sollicitée et puis les familles. Donc, je ne sais pas si je vous lis le bordereau. Les tarifs vont donc de 2,18 € à 6,33 € après augmentation, sauf pour les tranches 1, la première tranche A, B et C, donc jusqu'à 1 200 €. Il est appliqué la cantine à 1 €, puisqu'on est rentré dans ce dispositif depuis l'année dernière. Donc, on a un contrat sur 3 ans avec l'État. Et donc, sur ces 3 tranches, toutes les familles donc, qui ont des ressources jusqu'à 1 200 de quotient payent pour la cantine scolaire 1 €. Et l'État, en fait, verse à la commune 3 € sur chaque repas à 1 €. Ce qui fait une part à peu près dans le budget de la restauration scolaire de 34 000 € par an. Donc voilà pour ce que vous voyez dans les tableaux, hein, donc 2,18 € à 6,33 €. Et sur le temps scolaire, la même chose, mais avec les 3 premières tranches à 1 €. Il y a autrement, donc, des enfants qui sont parfois accueillis avec un panier repas, hein, parce qu'ils ont un projet d'accueil individualisé. Donc là, on augmente de 3% pour ce panier repas. On appelle panier repas et plus, comment dire, PAI, hein, parce qu'en fait, bon, c'est plutôt un panier repas. Donc, les efforts donc, qui sont réalisés pour réduire la part du gaspillage alimentaire, on va continuer, bien entendu, pour essayer de ne pas augmenter énormément les coûts. Donc, on continuera à réduire la part du gaspillage alimentaire, mais on est déjà dans un travail depuis déjà de nombreuses années là-dessus. La mise en place du repas végétarien par semaine et les négociations donc, qui sont assurées par le responsable de service avec les fournisseurs pour obtenir les meilleurs prix, tout en poursuivant l'objectif de proposer des produits de qualité et de maintenir la part des produits locaux, donc à 70%, et dont 26% étant issus de l'agriculture biologique. Donc l'augmentation aussi, comment dire, on essaie de maîtriser les coûts tout en gardant en fait la qualité des repas servis à la cantine.
Voilà, merci Marie-Mad pour ce résumé. Est-ce qu'il y a des interventions autour de la table? Catherine, je prends le micro. Oui, est-ce que tu peux nous redire, Marie-Mad, on en a parlé en commission, mais je ne sais plus exactement, sur les nouvelles tranches prévues, comment était faite la projection, par exemple sur les plus de 2001, où c'était projeté à 5,59? Les plus de 2001, donc, qui étaient donc à 5,59. En fait, on avait appliqué sur l'ancien la différence en fait on a augmenté une tranche en fait. Donc, il y avait donc à peu près 50 centimes d'augmentation chaque tranche, et donc on a augmenté donc la dernière tranche de cette différence-là, et on a appliqué ensuite l'augmentation. Ok, sur celle-là ça colle, et sur les extérieurs, pas tout à fait. Alors sur les extérieurs, en fait, elle n'existait pas. En fait. Donc, on voulait, dans l'idée, c'était pas nécessairement de taxer de façon augmenter énormément, comme entre les deux tranches, comme entre les deux dernières tranches, mais augmenter moins, parce que le tarif extérieur se doit d'être plus élevé que la dernière tranche, mais on ne voulait pas que la différence soit aussi énorme. C'est pour ça qu'on avait appliqué 5 centimes de différence, l'intérêt étant simplement de mieux connaître en fait les familles, de connaître vraiment les extérieurs qui mangent, etc., pour les différencier de la dernière tranche qui jusque-là, en fait, toute la tranche était comment dire, noyée, si on peut dire. Donc, on avait juste un nombre de familles qui étaient dans la dernière tranche ou extérieures, mais ce sont des familles qui ne donnent pas leur caution de la CAF. Et donc, voilà, là, ça permettra d'abord à un certain nombre de personnes donc, de bénéficier de la tranche plus élevée, si on peut dire. Et les extérieurs, on pourra aussi savoir et évaluer combien on a d'extérieurs qui mangent à la cantine. Mais du coup, j'avais posé la question déjà, en fait, du coup, est-ce qu'on a calculé quel est l'impact? Alors, on ne peut pas calculer exactement l'impact. On ne peut pas calculer exactement l'impact parce qu'actuellement, ce sont des gens qui ne donnaient pas leur caution. Donc, on avait à 47% des familles qui, en fait, étaient dans ce paquet, si on peut dire. Sauf que... 47. Oui. Sauf que, voilà, il n'y a pas de distinction et on n'a pas leur caution, puisqu'en fait, il faut qu'ils ne les déclaraient pas. Donc, si pour ceux qui sont au-dessus, pour les dernières tranches rajoutées ici, puisqu'ils étaient au-dessus, puisque c'est au-dessus de 1500. Ben, ceux qui étaient au-dessus de 1500, ils ne déclaraient pas leur caution. Voilà, exactement. Voilà. Au-dessus de 1500 plus. Oui, mais non, parce que les extérieurs étaient aussi avec oui. On n'avait pas du tout de. Donc, on va voir là, justement, on va avoir déjà des personnes qui sont entre 1500 et 2000 qui auront tout intérêt à donner aussi leur caution. Et donc, à partir de là, et on aura aussi les extérieurs, donc on sera beaucoup plus... on connaîtra mieux, en tout cas, les familles et comment ils sont... Alors, en sachant que ça fait quand même, sur certaines tranches, 1 € par repas. Tout à fait. Philippe, vous voulez compléter peut-être, Philippe? Justement, pour compléter, d'abord, sur le coût des repas. Donc, le coût des repas, jusqu'alors, en 2022, était de 8,36 €. D'après nos projections sur 2023, il va passer à 9,23 €. D'accord? Donc, une augmentation de plus de 10%. D'une part, donc ce qui veut dire que le différentiel de prise en charge est effectivement à la fois sur l'augmentation des 8%, à la fois sur l'augmentation des tranches, sans avoir à ce stade une idée précise de qui se situe au-dessus des 2000 et comment se répartissent les 2000. Mais ce que je peux dire, c'est que pour la commune, le delta financier en 2023 sera de l'ordre de 51 000 €.
Donc ça coûtera 51 000 € de plus à la commune, ce qui veut dire que les choses vont être partagées entre les augmentations tarifaires, l'impact des tranches, qu'on aura l'occasion peut-être de mesurer un petit peu plus si on les affine dans le temps, hein, et parallèlement la commune qui met au pot 51 000 € supplémentaires au regard des augmentations prévues en 2023, sachant qu'en 2023, on n'a pas d'augmentation des coûts d'énergie. En 2024, on aura une augmentation des coûts d'énergie qu'on ne connaît pas aujourd'hui, puisque le marché est en cours et Morbihan Énergie ne nous a pas fait part du résultat de l'appel d'offres. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la charge supplémentaire, elle est partagée de manière prévisionnelle relativement équitablement, et que la contribution de la commune augmente. Et pareil, en fait, pour la première tranche, on a dit, en fait, ça augmente de 3%, et pas de 8%. Non, c'est de 3%. Oui. Voilà. Tu peux expliquer pourquoi? Alors, parce qu'en fait, on estime que sur cette tranche de 3%, de 0 à 500, en fait, on a des familles qui ont des ressources très faibles et le repas est à 2 €, est à 2,12 € actuellement, et on a estimé que eh bien, la commune pouvait financer plus pour cette tranche, parce qu'en fait, les 2,18 € sont quand même payés par ces familles pour le mercredi et pour les vacances. Et du coup, voilà, on estime que ce sont des très bas salaires et que quelque part, on n'applique pas la même augmentation parce que le reste à vivre est bien Oui, mais je pense que ce qui est hors temps scolaire n'est pas forcément le tarif, par rapport au tarif, je veux dire, du mercredi et des vacances. Oui. Oui, bah oui, parce qu'en même temps, autrement, sur le temps scolaire, ce sont les 3 premières tranches qui sont à 1 €. Mmh. Et oui, on a toujours, et d'ailleurs, ça fait des années déjà que la première tranche, on l'augmentait en général un peu moins que les autres tranches. Je n'avais pas augmenté du tout sur les 3 et voilà. tranches. Mais en fait, voilà, au niveau de l'équité, c'est-à-dire qu'effectivement, ça fait 8% pour tout le monde, sauf pour ces gens-là. Donc effectivement, l'explication, c'est l'histoire du hors temps scolaire. Ah ben, disons que voilà, on applique 3% sur cette tranche, sur la première tranche, mais elle ne s'applique évidemment que pour l'extrascolaire. Comme pour les 3 premières tranches, les 8% pour les 2 autres tranches, elle s'applique aussi que pour l'extrascolaire, pour le mercredi et les vacances. 2023-2024, ça s'applique sur le restaurant municipal. Pourquoi tu dis hors temps scolaire? Oui, autrement, il y a le dispositif, voilà, pour les 3 premières tranches. Voilà. Ah, oui. Mais c'est que sur la première qu'il y a la différenciation entre les 3 et les 8%. C'est bon pour les explications, Catherine? En fait, par rapport aux augmentations qui sont prévues, certes, c'est sur des tranches plus importantes, mais dans ces cas-là, en commission, on avait vu même une tranche de plus. Est-ce que c'était judicieux de supprimer cette tranche-là qui aurait payé effectivement encore peut-être un petit peu plus cher, mais ça aurait peut-être permis de compenser sur les autres tranches qui ne sont pas très élevées. Et du coup, ça veut dire quand même que les gens qui ont un QF qui est supérieur donc à 2001, eux, ça leur fait des augmentations de beaucoup plus de 8%. Oui, mais c'est un choix délibéré. Donc c'est la notion de répartition équitable et non pas égalitaire. Hein, donc... C'est un choix délibéré que le tableau ne soit pas... Que le tableau ne soit pas... Oui, puisqu'on a, il y a une tranche supplémentaire, obligatoirement, on augmente. Oui, pour la mais par contre, que ça n'existe pas en fait. C'est pas 8%, ça n'existait pas. C'est un nouveau. Mais par rapport à ce que payaient les gens. Non, c'est un nouveau tarif. Je pense que, bon, je sais que c'est difficile et que les gens n'enseignaient pas les QF, mais voilà, je pense qu'on aurait peut-être pu essayer d'anticiper un petit peu, d'essayer d'avoir un impact de plus, de demander aux gens de renseigner au maximum et de faire vraiment une étude de l'impact que ça aurait pour les familles. Oui, mais en même Parce que là, on parle pour une famille importante. Après, sur l'impact annuel, sur... Oui, mais en fait, on a augmenté uniquement pour les familles qui ont un COEF de 2000 au-delà de 2 000 €.
Donc un COEF de 2 000 €, si c'est un couple avec 2 enfants, ça fait en gros 5 000 € de ressources. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans... on peut impacter une petite augmentation. 1200 impactés. Comment? Toutes les familles au-delà de 1200 sont impactées. Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais... Pas de 2000. Non, mais la nouvelle tranche, de toute façon, c'est vraiment à partir de 2000. Oui. Mais l'équité dans ces cas-là, est-ce que c'est pas mieux d'avoir plus encore de tranches effectivement plutôt que d'en supprimer une et que la charge soit répartie? En commission, au départ, on avait proposé 2 tranches supplémentaires. C'est-à-dire qu'on allait de 1500 à 2000 et de 2000 à 2500. La problématique actuellement, là, tel que fonctionne le système, c'était que, en fait, dans la mesure où on voulait que les extérieurs soient aussi sur un barème pas mélangé, si on peut dire, aux arrêts d'honnête, eh bien, il fallait qu'on fasse le tarif plus élevé que le dernier COEF. Et ça augmentait encore les tarifs des extérieurs encore de façon plus importante. Et on s'est dit que, bon, on allait, peut-être que l'année prochaine, on fera une tranche supplémentaire, mais en tout cas, on s'est dit que là, pour l'instant, on ne pouvait pas augmenter de façon excessive aussi les tarifs des extérieurs. Et donc, les tarifs extérieurs sont sur la plus haute tranche. Et donc, il valait mieux une tranche supplémentaire que 2 tranches supplémentaires. Voilà la raison pour laquelle on en est resté à une seule tranche supplémentaire sur le COEF. Non, mais moi, je te parlais de la répartition, pas du fait, effectivement. Mais c'est une question qui reviendra l'année prochaine, probablement. Est-ce qu'il ne faudra pas créer d'autres tranches? Mais ce sera un débat à avoir, tout à fait. Non, mais parce que comme tu dis, effectivement, par exemple, sur la tranche 0 à 0,500, il y a effectivement le problème du hors temps scolaire. Il pose souci parce qu'autrement, de toute façon, ces tranches-là sont compensées comme les autres, enfin comme les 2 autres en fait à 3 €. Hein. Donc effectivement, pourquoi cette tranche-là seulement 3% par rapport à 8, hormis le problème du temps hors scolaire? C'est le temps scolaire. On a aussi à faire attention à ce que les mercredis ou les vacances, les familles qui sont dans ces quotients puissent faire garder leurs enfants aussi, et ça leur coûte déjà disons dans leur reste à charge, faire garder son enfant le mercredi et pendant les vacances, quand on a un COEF de 500, c'est pas pareil que les faire garder quand on a un COEF de 1500 ou de 2000. Voilà. Donc, c'est le seul objectif, c'est que, voilà, on n'augmente pas autant cette catégorie. C'est un choix, c'est vrai. Tu voulais continuer? Vas-y, tu as ton micro ouvert, je ne sais pas, tu voulais continuer? Ok. Bon, donc on voit là, il y a des choix de répartition équitable de l'effort, hein, en rappelant quand même ce qu'a dit Philippe en complément de ce qu'a dit Marie-Mat, c'est-à-dire que on est sur des repas, le coût global d'un repas, c'est 9,23. D'accord? On parle du coût, qui est le prix, ce que l'on fait payer aux gens, même le prix le plus élevé est à 6,33. C'est-à-dire qu'on a 3 € de différence pris en charge par le service public, qui est la commune. Hein, je crois qu'il faut vraiment qu'on ait ça en tête. Et les coûts des repas, eh ben, ils ont pris quasiment 1 € sur l'ensemble, là, sachant que dans le coût du repas, la partie alimentaire est importante, mais la partie travail est fondamentale. Hein, donc, c'est à nous aussi, année après année, de prendre en compte cette différence. Il n'est pas question, évidemment, de faire payer le coût global. Hein, on est bien d'accord. Mais avec une répartition qui se veut le plus équitable possible, en prenant en compte le fait que certains ont bien moins de moyens que d'autres. Hein, notamment ceux qui ne déclarent pas leurs revenus, ils payent le tarif supérieur aujourd'hui, peut-être qu'ils le feront moins quand ils seront dans la dernière tranche, c'est un choix qu'ils font, hein, à payer le tarif maximal, parce que probablement qu'ils peuvent se le permettre, et peut-être que ce sera moins vrai dans quelques temps. Donc c'est un choix. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres... C'est parce qu'ils sont sans doute au-delà du revenu et qu'en fait ils ne le déclarent pas parce qu'ils savent que de toute façon ils sont dans cette tranche-là. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire en fait. C'était mes propos, Catherine. Hein. Ils font le choix de ne pas déclarer. Non, mais je veux dire ça aussi. Pardon, Gaëlle. Justement, anticiper et faire que les gens qui sont à un coefficient plus de 2000
soit dans l'obligation de déclarer effectivement ce coefficient pour qu'on y voit plus clair l'année prochaine, pour une éventuelle augmentation. Voilà, c'était ma question. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, donc quand les gens s'inscrivent sur le portail famille, ils donnent un certain nombre d'informations et il n'y a pas d'obligation à donner ces ressources. Hein. Bon, c'est la CAF qui leur donne mais la commune on n'a pas le droit. Enfin, c'est un renseignement que la famille donne sur le portail famille, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas obligé. Donc voilà, il n'y a pas de. Là, on aura les personnes qui sont dans la dernière tranche de 1500-2000, qui cette année, ben voilà, sans doute mettront leur quotient pour bénéficier du tarif qui est juste en dessous. Très bien. Nous allons passer au vote. Alors, après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver la modification des tranches de quotients familiaux et la nouvelle grille tarifaire du restaurant municipal pour l'année scolaire 23-24, applicable à partir du 1er septembre 2023. Autoriser le maire à prendre toute disposition et signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Nous avons donc 6 abstentions. Et donc, 29 moins 6, nous avons donc 23 votes pour. Merci. Délibération 51. Tarif là, de l'ALSH périscolaire et extrascolaire pour l'année scolaire 23-24. Je repasse la parole à Marie-Made. Donc, comme pour la restauration scolaire, il y avait 5 tranches cette année pour calculer. Alors, il y en avait 6 parce que les extérieurs pour la LSH étaient déjà à part. Et donc, on s'aligne en fait pour avoir les mêmes tranches pour la restauration scolaire et la LSH. Donc là-dessus, voilà, on transcrit en fait les différentes tranches sur les tarifs donc de la LSH. Donc au regard aussi du contexte économique et social, la commune propose d'appliquer un indice de révision de 6% sur toutes les tranches de quotient familial, hormis la première tranche de tarif A, pour lesquelles elle propose un indice de révision de 3%, et le passage de 0,25 € le goûter à 0,50 € pour tous, afin de compenser une partie de l'augmentation des coûts. Donc, en cas d'absence d'un enfant inscrit en accueil périscolaire, il est proposé de facturer forfaitairement comme suit. Donc le matin, première demi-heure des extérieurs inscrits, et le soir, première demi-heure des extérieurs inscrits, incluant le goûter. Donc, afin de conserver le différentiel entre le tarif le plus haut et les extérieurs, une majoration de 0,5 centimes est appliquée sur le tarif G de la grille de l'accueil périscolaire et une majoration de 2 € sur le tarif G de l'accueil extrascolaire pré-journée et demi-journée et une majoration de 10 € sur le forfait 5 jours. Donc en fait, cette majoration-là, en fait, elle était déjà dans les anciens tarifs. A donc réappliqué. Donc la différence, c'est la nouvelle tranche donc entre 1500 et 2000 et le passage donc de la première demi-heure qui était qui incluait un goûter qui était 0,25 et maintenant cette première demi-heure du soir inclut un goûter à 0,50 au vu de du coût des aliments qui augmentent beaucoup et disons de la demande à ce que le goûter soit équilibré et suffisamment copieux aussi. Donc il a été décidé que déjà 0,50 ça couvre certainement pas l'ensemble du goûter, mais bon, ça s'approche plus de la possibilité de faire un goûter équilibré avec du laitage, des fruits, parce que bon, il inclut à certains jours de la semaine des laitages et des fruits. Donc, je ne vais pas vous relire tout le tableau. Donc, les tarifs
vont de 0,63 la demi-heure à 1,08 pour les extérieurs. Et la première demi-heure incluant le goûter, donc de 1,13 à 1,58. Ensuite, donc pour les non-inscrits au délai, alors ça c'est particulier, c'est ceux qui ne suivent pas la règle. Et puis par rapport donc au prix de journée des mercredis ou des vacances, donc il y a les prix de journée qui vont de 8,65 à 17,67 pour les extérieurs. Ah, pardon, 8,91 à 19,96, la demi-journée de 6,66 à 17,44 et puis le forfait 5 jours de 39,34 à 88,46. Donc les tarifs autrement donc du club 11-14 étaient à 5 € par semaine, un forfait de 5 € par semaine. Donc avec la création de l'accueil ado 11-17 ans, on fait évoluer les tarifs aussi avec un forfait de 5 €, mais par période donc de vacances à vacances, c'est-à-dire de septembre à fin octobre et d'octobre à décembre, enfin, incluant toujours des vacances, mais voilà, donc c'est une nouvelle manière de fonctionner et on espère, en tout cas, puisque l'accueil 11-17 sera ouvert le mercredi, et donc il y aura aussi, alors que là, le club 11-14, il n'était plus ouvert que pendant les vacances. Donc, en fait, on change aussi, puisque l'accueil va aussi évoluer. Merci. Alors, là aussi, y a-t-il des questions, des remarques? Gaël, tu as ton micro ouvert, tu voulais parler? Non, ce n'était pas ton intention première. Merci. Non, je te taquine. Eh bien, écoutez, on va passer au vote. Alors, après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver la modification des tranches de quotient familiaux et la nouvelle grille tarifaire de l'accueil de loisirs pour l'année scolaire 23-24, applicable à partir du 1er septembre 2023. Autoriser le maire à prendre toute disposition et signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Et des oppositions, des abstentions, adopté à l'unanimité. Merci. Nous allons passer à la délibération 52 qui concerne l'approbation du projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 2023-2029 élaboré par GMVA, enfin départemental et la partie GMVA, excusez-moi. Vous avez deux annexes, la 1 et la 2. Elisabeth Toureau va nous faire le rapport. Elisabeth. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, je rappellerai peut-être deux points importants avant que nous parlions du nouveau schéma départemental. Donc, vous savez que la loi donc, de juillet 2000 a renforcé les obligations des communes. Donc, cette loi prévoit qu'un schéma départemental détermine les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil ainsi que les communes où elles doivent être réalisées. Il peut s'agir de terrains destinés à des séjours longs, voire permanents, au simple passage ou à une utilisation temporaire liée à des rassemblements occasionnels. Donc ça, c'est une première chose. Donc cette loi de juillet 2000 s'appelle la loi Besson 2. Et en 1990, en mai 90, il y a eu une première loi Besson, Besson 1, donc qui demandait aussi aux communes d'avoir des lieux d'implantation pour les gens du voyage, mais il n'y avait pas d'obligation. D'accord ? Et puis, une troisième loi, on va dire, en 2015, qui est la loi NOTRe, qui impose donc aux EPCI de gérer donc la compétence pour la gestion des aires d'accueil. D'où, sur notre territoire, la gestion est faite par notre communauté d'agglo, donc GMVA. Voilà, c'était trois points que je souhaitais donc resituer. Donc le schéma départemental est conçu par le département et bâti par la préfecture en lien avec le département.
Ce schéma départemental est bâti pour une période de 6 ans, donc nous arrivons au terme de 6 années, donc en 2023, et nous allons repartir sur un nouveau schéma départemental pour les 6 années à venir, soit 2023-2029. Voilà. Donc après ce petit rappel, donc je vais revenir sur notre territoire, donc qui, vous le savez aussi certainement, au niveau de l'habitat, donc présente des aires de grand passage, des zones d'habitat diversifiées et des aires permanentes. Voilà. Donc pour 2023-2029, pour les aires de grand passage, et nous avons notamment en ce moment des missions évangéliques qui se déplacent. Vous avez certainement lu dans la presse le week-end précédent, donc c'était à Plérin. Donc ils sont partis ce matin pour vraisemblablement Fouesnant ou Douarnenez. Et ce matin, il y avait aussi, alors c'est pas sur notre territoire, mais à Carnac, un grand rassemblement aussi de 150 caravanes. Voilà, donc pour le prochain schéma départemental, donc il y aura une mise aux normes du terrain d'Elvin, parce que sur le département du Morbihan, donc c'est Elvin, qui est aire de grand rassemblement, et à ce jour, il ne correspond pas tout à fait au niveau de la superficie, puisque la réglementation impose une superficie de 4 hectares. Donc il n'en manque pas beaucoup, mais donc l'aire de grand rassemblement sera de 4 hectares. Donc sur ce qu'on appelle les terrains, les groupes familiaux, donc il y aura une mise à disposition donc de 3 terrains, donc pour une capacité totale de 3 hectares. Donc il y en a 2 qui sont existants aujourd'hui à Sarzeau et à Grandchamp, et un terrain pérenne sera aménagé sur la commune de Surzur, qui passe à plus de 5000 habitants. Donc, dans l'attente de son ouverture, prévu donc l'année prochaine, l'accueil tournant sera poursuivi. Donc, sur l'habitat diversifié, donc nous avons les terrains familiaux. Et donc, nous avons des terrains familiaux donc, sur notre commune, donc à Radon, et il y en a aussi sur Plescope. Et donc, il y a eu une réhabilitation d'une aire permanente qui existait à Plougoumelaine et qui est transformée en terrains familiaux. Et voilà. Et donc, en 6 terrains locatifs. Voilà. Et comment dirais-je, je termine pour revenir sur les terrains familiaux d'Aradon, donc des aires permanentes, notamment, alors vous l'avez peut-être vu aussi dans la presse, hier soir il y avait un conseil municipal aussi sur Vannes, l'aire qui existe donc sur Vannes ne répond pas aux attentes des gens du voyage, et puis aussi à la commune. Elle est située en bordure de la voie ferrée, et il y a un projet aussi de relocalisation de ce terrain. Voilà. Donc je reviens juste à très peu de soucis sur notre commune, comment dirais-je, une intégration des familles qui sont sur les terrains familiaux. Vous les situez tous. Donc tous les terrains sont occupés avec une dernière commission d'attribution qui s'était déroulée à l'automne, au mois d'octobre. Ce sont des familles qui ne posent absolument aucun problème, que ce soit en termes de voisinage, mais vous me direz, les terrains sont un petit peu isolés, on va dire, mais en tous les cas, pas de problématique particulière. Les enfants sont scolarisés, donc au Coraline et une jeune fille au collège. Vous savez que cette communauté met très peu ses enfants à partir d'un certain âge, notamment au collège, mais donc nous avons une jeune fille qui est au collège. Et comment dirais-je, en termes de suivi santé, donc ces enfants sont suivis par la PMI, la protection maternelle et infantile, et comment dirais-je, en termes d'insertion professionnelle, ils sont plutôt auto-entrepreneurs plutôt qu'employés dans des entreprises. Enfin, à ce jour, je vous parle des familles qui sont sur les terrains familiaux. Voilà, et puis au niveau d'accès aux droits, puisque l'objectif c'est aussi qu'ils aient accès aux droits communs. Donc ce sont des personnes qui aussi viennent vers nous, vers le CCAS, pour des demandes notamment en termes de domiciliation
Vous savez que quand on est amené à se déplacer, pour toute personne, hein, on peut demander une domiciliation dans un CCAS. Voilà. Donc, ils sont aussi pour certains domiciliés au CCAS. Après, donc, une problématique qui est, il y a un bloc sanitaire pour ceux qui connaissent hein, l'espace. Donc, il y a un bloc sanitaire qui leur permet hein, de prendre des douches, d'avoir une buanderie et autres. Et donc, ce bloc sanitaire est très peu isolé. Hein, donc, ils ont eu cette année une facture qui est partagée avec une facture d'électricité très importante. Voilà. Et donc, le projet de GMVA, c'est de pouvoir placer des poêles à bois hein, pour apporter hein, effectivement une certaine isolation. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont des enfants aussi, des enfants hein, qui ont besoin d'avoir aussi un certain confort. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, peut-être des questions complémentaires. Madame Chaise. Combien d'enfants? On avait une collègue, combien d'enfants actuellement? Sur le terrain, combien ils en ont tous? Oui, et combien sont scolarisés? Il y en a 2 au Coralie hein, et cette jeune fille, et il y a des bébés. En maternelle, pas que je sache. Hein. Je ne pense pas non plus. Non, je ne pense pas. Mais je suis sur 98%, mais il y a la crèche non plus. De toute façon, après la crèche, il y a tellement de demandes que la priorité, parce que souvent ces mamans ne travaillent pas, hein, donc, et puis dans leur culture, elles ont quand même envie aussi de garder leurs enfants. Voilà. Merci Elisabeth. Alors, est-ce qu'il y a des interventions, des remarques, non? Ce que je peux dire aussi, c'est que le respect hein, de la loi fait que aussi, lorsque nous avons des rassemblements illicites, hein, nous pouvons auprès de la préfecture demander notamment le recours à la force publique. Hein, c'est souvent ce qui se passe hein, lorsqu'ils s'implantent sur des terrains hein, en n'ayant pas d'autorisation. Hein, lorsqu'il y a une autorisation, hein, la problématique est différente. Voilà. Très bien. Ok, on peut se féliciter de ce qui se passe sur GMVA parce que ce n'est pas le cas sur toutes les intercommunalités. Hein, je crois qu'il faut le dire. On n'est pas encore au niveau qui est attendu de notre part en tant que personne publique. Hein. Notamment, le problème, c'est l'aire de Val qui est vraiment dans un état déplorable. Je ne juge pas des responsabilités ou des co-responsabilités, bien sûr, mais ce n'est pas un état raisonnable. Et puis, se féliciter une nouvelle fois de ce qui a été décidé à l'époque, de faire des terrains familiaux pour des gens qui sont en cours d'intégration générale, de sédentarisation, comme on le dit, hein, avec ce choix de vie mixte. Mais je crois qu'on s'en félicite. Et la troisième aire qui se fait donc par réhabilitation de l'aire de Plougou-Blérin, bon, on avait, je ne sais plus, pour le 6 emplacements, on avait 17 demandes récemment, donc une commission d'attribution, je n'y suis pas, mais qui a décidé d'attribuer selon un certain nombre de critères, puisqu'on est dans un cadre de logements sociaux, hein, très sociaux même, mais avec exactement les mêmes approches par les commissions d'attribution. Voilà ce que je pouvais rajouter. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au vote. Après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour donner un avis favorable au projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2023-2029 annexé, autoriser le maire à prendre toutes les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier et signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Les oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Alors, nous continuons avec la délibération 53 concernant une procédure de mise en concordance d'un cahier des charges de lotissement avec le PLU, le plan local d'urbanisme de la commune, le lotissement qui s'appelle le lotissement Gégat à l'époque, qui a été nommé lotissement Gégat, rue Saint-Vincent-Ferrier. Vous avez 2 annexes, les 3 et 4, et je vais laisser la parole à Gérard Laprin. Gérard. Il s'agit effectivement d'un conflit en fait entre d'anciennes règles fixées dans les cahiers des charges de lotissement qui datent là dans le cas présent de 1955, donc 68 ans. Le PLU bien sûr est modernisé avec toutes les lois qui arrivent, les obligations, la densification, le ZAN, enfin
On sait que ce document d'urbanisme évolue et on se trouve en blocage parfois, dans certains cas, sur un cahier des charges de lotissement qui empêche des évolutions jugées normales actuellement en termes d'urbanisme. Voilà, je vous lis le bordereau et on pourra en discuter un petit peu après. Le lotissement Gégat, situé rue Saint-Vincent-Ferrier, a été approuvé par arrêté préfectoral du 11 mai 1955, auquel est annexé un cahier des charges qui n'est pas en concordance avec le plan local d'urbanisme de la commune d'Arradon, approuvé le 9 décembre 2013 et modifié à plusieurs reprises depuis cette date. Les stipulations de ce cahier des charges ne permettent pas la mise en œuvre des règles du PLU. Un document de mise en concordance du cahier des charges du lotissement Gégat avec le plan local d'urbanisme de la commune d'Arradon a été établi, qui dresse la liste des stipulations du cahier des charges contraires aux règles du PLU et expose les modifications à apporter au cahier des charges. Ce document a été annexé à la convocation du conseil municipal. Il est aujourd'hui envisagé de lancer la procédure fixée à l'article L 442-11 du Code de l'urbanisme, permettant à l'initiative du maire de modifier tout ou partie des documents d'un lotissement, notamment le cahier des charges, afin de les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme. Ainsi, les projets des colotis seront sécurisés juridiquement sur le plan du droit privé et le parti d'urbanisme souhaité par la commune, privilégier la constructibilité dans les zones déjà urbanisées, densification de l'urbanisation, pour être mis en œuvre. Alors, vous avez eu l'annexe, mais je peux vous lire ici l'article L 442-11 du Code de l'urbanisme. Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme intervient postérieurement au permis d'aménager du 1 un lotissement, l'autorité compétente peut, après enquête publique, réalisée conformément au chapitre 3 du livre 2 du titre 2 du livre 1er du Code de l'environnement et des délibérations du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'ils soient approuvés ou non approuvés, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. Dans l'annexe, il y a effectivement un tableau qui fait une comparaison colonne par colonne entre le cahier des charges, le PLU de 2022 et la proposition de nouvelle rédaction du cahier des charges. En rouge étaient repérées les choses qui étaient en contradiction dans le cahier des charges par rapport au PLU. Il y a un ensemble de modifications proposées concernant les clôtures, le permis de construire, l'implantation des constructions, la limitation de la surface bâtie, les matériaux, les constructions interdites et en particulier le point concernant le morcellement. Il était prévu que dans le cahier des charges que le morcellement des lots était interdit, alors que dans le cadre de l'application du PLU, voilà, la demande est faite de permettre ce morcellement. Il s'agit d'une demande de particuliers qui, dans le cadre du lotissement actuel de Saint-Cloud, avait l'accord il y avait un accord pour effacer ce cahier des charges ou en tous les cas modifier certaines dispositions par 3 personnes sur 5. Comme il n'y a pas l'unanimité, cette modification ne peut pas être faite et les gens ont demandé l'application de cet article L 442-11 que je vous ai lu. Ça comporte, bien entendu, comme je l'ai dit, une enquête publique. Merci Gérard pour ces explications, cette synthèse sur un sujet qui n'est pas simple. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions qui se posent autour de la table sur ce sujet? Non? Alors je rajouterai simplement que, pour être très concret, comme l'a dit Gérard,
ce genre de règlement, de cahier des charges plutôt, d'anciens lotissements, finalement bloque le système qu'on appelle de la densification à la parcelle. Partout dans la commune, on densifie à la parcelle, ce qui est la loi Allure, il me semble, qui permet finalement de densifier raisonnablement, de partager une propriété en 2 ou 3 lots et de permettre soit à ses enfants, soit de vendre à un autre propriétaire, etc. Ce qui se fait classiquement, pour ceux qui siègent à la commission urbanisme, vous en voyez à chaque séance quasiment. Et dans ces vieux lotissements, nous n'avons pas cette possibilité si les propriétaires, à cette fameuse majorité qualifiée de 3/5, ne veulent pas. Voilà. Aujourd'hui, il y a un blocage sur ce lotissement-là, cet ancien lotissement-là. On ne peut passer que par la demande des personnes, bien entendu, et par une enquête publique qui nous permettra de faire sauter ce verrou. Nous considérons, au titre de la densification nécessaire dans la commune, que c'est un verrou aujourd'hui. Mais ça existe en France depuis très longtemps, depuis qu'existent ces cahiers des charges. Voilà. Donc il faut raisonner lotissement par lotissement. C'est celui-là que nous vous proposons, de façon à sortir de cette impasse qui coince un peu tout le monde localement. On va voir ce que dit l'enquête publique, puisqu'il y aura enquête publique, il y aura enquêteurs, les gens pourront donner leur avis, et c'est suite à cette démarche d'enquête publique et au rapport du commissaire enquêteur, ou de la commissaire, je ne sais pas qui ce sera, que je pourrai en tant que maire décider de ce qu'il en est. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions suite à ce que je viens de dire? Sinon, on peut voter. Alors, après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser le maire à lancer la procédure de mise en concordance du règlement de lotissement GEGAT ayant valeur de cahier des charges avec le plan local d'urbanisme ainsi que la procédure d'enquête publique. Approuver le dossier de mise en concordance du cahier des charges du lotissement GEGAT avec le plan local d'urbanisme de la commune d'Aradon. Autoriser le maire à prendre toute disposition et signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Bordereau, adopté. Alors quand on dit GEGAT, c'est Léon Gégat. Je regardais dans l'acte de lotissement, c'est un certain Léon Gégat que je n'ai pas connu. Nous allons continuer sur un sujet qui va se traiter en 2 délibérations, la 54 et la 55. Gérard Laprin va prendre la parole sur les 2. Il s'agit d'abord de la désaffectation et du déclassement d'un bien du domaine public au parc Cossen et ensuite de la cession de cette même parcelle du parc Cossen à un propriétaire privé. Gérard. C'est effectivement la demande du propriétaire qui a un bout de terrain triangulaire inadéquat dans son terrain. Il voudrait acquérir cette parcelle qui appartient à la commune, qui ne sert pas du tout et sur laquelle personne ne peut aller. Donc on procède à cette désaffection dans un premier temps et à la cession ensuite. Pour la désaffection et le déclassement d'un bien du domaine public, désaffectation, je me trompe à chaque fois, je suis désolé. Désaffectation et déclassement d'un bien du domaine public au parc Cossen. Vu l'article L 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu le rapport de constatation numéro 16-2023 de la police municipale en date du 1er juin 2023, un espace non bâti de 76 mètres carrés fait partie intégrante du domaine public communal. En vertu de l'article L 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, la sortie d'un bien du domaine public est conditionnée d'une part par une désaffectation matérielle du bien et d'autre part par une décision administrative, en l'espèce une délibération constatant cette désaffectation et le déclassement du bien. Le bien ainsi désaffecté et déclassé appartiendra au domaine privé de la commune et pourra être cédé. Cet espace n'étant pas accessible pour le public, il est proposé de prononcer la désaffectation ainsi que le déclassement du domaine public de cet espace d'environ 76 mètres carrés. Vous avez le plan dans le bordereau. Merci. Y a-t-il des interventions, remarques? Non.
Alors, après débat, le Conseil est invité à délibérer pour prononcer la désaffectation et le déclassement de la parcelle dans les conditions prévues ci-dessus, donner pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Les oppositions, abstentions, adopté. Deuxième délibération, il s'agit là de la cession de cette même parcelle à un propriétaire privé. Gérard. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles 22, 41.1, 24, 11-2, 13, 11-10, vu le Code de la propriété des personnes publiques, notamment l'article 11, L 11-11-1, vu l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisition et de prise en location immobilière poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, vu la délibération numéro 52, celle qu'on vient de voter, non, ça s'appelle 54, il y a peut-être un petit problème là, du 27 juin 2023, foncier des affectations et déclassement d'un bien du domaine public au parc Cossen, vu l'avis du service du domaine en date du 9 décembre 2022, vu la demande écrite de M. Otto, un particulier a sollicité la commune d'Aragon dans le but de lui acheter une bande de terrain non bâti d'environ 76 mètres carrés, située le long de la route départementale 127 au parc Cossen. Le prix de vente est fixé à parcelle à 2182 € et de l'évaluation du domaine plus 10%. L'ensemble des frais nécessaires à la cession, notamment de division parcellaire et d'actes notariés, sont à la charge de l'acheteur. Merci. Alors, deux modifications. Donc, on est bien sur la vue de la délibération numéro 54. C'est parce qu'on a rajouté des délits en cours de rédaction. Donc, ça fait ces premières modifications. Je le dis pour Martine et Fanny. Et le prix de vente est fixé à parcelle, ça ne veut rien dire. Donc, c'est le prix de vente de la parcelle est fixé à 2182 €. On rédigera dans ce sens si tout le monde est OK. Voilà, pardon. Y a-t-il des interventions sur la vente de cette parcelle? Oui? Non? Merci. Alors, après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser la cession de terrain dans les conditions prévues ci-dessus, donner pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Des oppositions, des abstentions, unanimité. On continue avec les délibérations 56. Il s'agit là d'une convention de partenariat avec Morbihan Énergie pour le pilotage de l'éclairage public sur 2 horloges EcoWatt. Vous avez 2 annexes 6 et 7 et je passe la parole à Christian Lucas. Merci Pascal, bonsoir à tous. Donc je vais avoir 3 points à développer dans un premier temps. Ces 3 points ne vont pas être dans l'ordre du bordereau, mais je pense que ce n'est pas très grave. Alors premier point, suite à la crise énergétique qui a débuté en 2022, RTE, en partenariat avec l'ADEME, a mis en place un dispositif citoyen nommé EcoWatt. Cette application, que vous pouvez tous télécharger, permet à chacun de savoir à quel niveau se trouve la consommation d'électricité des Français. Il alerte les consommations avec des signaux clairs de vert à rouge lors de pics de consommation en période hivernale. Il recommande, là c'est l'application, donc elle recommande plutôt à chaque personne morale ou physique inscrite dans ce dispositif de réduire, voire d'arrêter ses consommations afin de diminuer les risques de coupure d'électricité en période hivernale. À ce titre, les communes et établissements publics peuvent notamment être appelés à éteindre leur éclairage public pendant ces périodes de crise. Deuxième point d'information, Morbihan Énergie est propriétaire des dispositifs de pilotage de l'éclairage public. Pour information sur la commune, les luminaires sont reliés à des armoires. Chaque armoire pilote à l'aide d'une horloge un certain nombre de luminaires. Il y a environ une 50aine d'armoires sur la commune d'Aragon. Lorsque l'on veut modifier l'heure d'allumage ou d'extinction de luminaires, il faut donc faire appel à un prestataire et le coût de l'opération est d'environ 350 €. Donc Morbihan Énergie encourage le passage à des horloges connectées afin de permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale d'être autonomes dans la programmation de l'éclairage public
et de pouvoir répondre très rapidement, justement, aux sollicitations de limitation des consommations d'énergie en cas de forte demande sur le réseau. Troisième point, la commune d'Arradon est engagée sur son territoire en faveur du développement durable, en mettant notamment en œuvre des actions permettant de réduire la consommation de l'électricité en matière d'éclairage public. Extinction, par exemple, partielle de l'éclairage dans certains secteurs géographiques de la commune. Dans un contexte de crise énergétique, la volonté de développer encore davantage une consommation responsable d'électricité en matière d'éclairage public constitue un objectif conjoint et affirmé par la commune et Morbihan Énergie. Au vu de ces 3 points, et conformément à la délibération numéro 2022-37 du comité syndical de Morbihan Énergie du 21 juin 2022, l'ambition de Morbihan Énergie est de déployer des dispositifs de pilotage de l'éclairage public sur les communes et EPCI qui accepteront de donner mandat à Morbihan Énergie en cas d'alerte EcoWatt pour l'extinction ou l'abaissement de l'éclairage public associé. Donc, Morbihan Énergie a proposé aux communes la mise en place gratuite de 2 horloges connectées. Celles-ci seront installées sur les 2 armoires de Balvras, gymnase et collège, ce que vous avez en annexe, permettant ainsi de modifier à distance les horaires d'éclairage lors de manifestations et de couper l'éclairage en cas d'alerte EcoWatt. La convention proposée définit les conditions et modalités de ce partenariat, ainsi que les droits et obligations de Morbihan Énergie et de la commune. Merci Christian. C'est clair et c'est utile. Est-ce qu'il y a des interventions, pardon? Non, rien de particulier. Bon, merci Christian, on va passer au vote. Après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver le partenariat de la commune d'Arradon avec Morbihan Énergie pour le pilotage de l'éclairage public au service des réseaux électriques en cas d'alerte EcoWatt. Autoriser le maire à signer le contrat annexé de partenariat avec Morbihan Énergie pour le pilotage de l'éclairage public au service des réseaux électriques en cas d'alerte EcoWatt, ainsi que tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Les oppositions, les abstentions, adoptées. Merci. Délibération numéro 57. Il s'agit là du renouvellement de l'adhésion de la commune au conseil en énergie partagée. Vous avez une annexe numéro 8 et je passe la parole à Sandrine. C'est bon. Donc je vais vous lire le bordereau et après je vous donnerai quelques chiffres. Donc, le plan climat, air, énergie territoriale, le PCAET, fixe les ambitions liées à la transition écologique pour le territoire du golfe du Morbihan 20 d'agglomération pour les années à venir. Le conseil en énergie partagée, donc le CEP de GMVA, permet à la collectivité adhérente de s'inscrire dans une démarche globale de gestion de son patrimoine. Ce service consiste à partager les compétences en énergie des techniciens spécialisés de GMVA. Les missions principales du CEP sont d'assurer le suivi et l'analyse des consommations de fluides, notamment au travers d'un bilan énergétique annuel, donc consommation, émissions de CO2, préconisation d'actions ou de travaux, d'assurer des diagnostics thermiques des bâtiments et d'accompagner des projets de construction neuve ou de rénovation sur l'aspect énergétique, des projets solaires photovoltaïques, thermiques ou de bois énergie. Dans le contexte de hausse des coûts énergétiques, GMVA propose à l'ensemble des communes du territoire de renouveler cette adhésion libre et gratuite sous condition d'une convention, donc vous avez en annexe, et qui est valable jusqu'au 31/12/2025. Et la commune en fait d'Arradon bénéficie de ce service depuis 2010. Voilà, donc je voulais rappeler en quelques chiffres les objectifs énergétiques que se sont fixés, enfin que s'est fixé GMVA dans le cadre du PCAET. Donc il y a une première ambition qui consiste à réduire nos consommations énergétiques de 30% d'ici 2030 par rapport à 2010, avec à l'horizon 2050 un potentiel de réduction de consommation qui est estimé à 45%. Et si on atteint cet objectif, qui est quand même assez ambitieux, à l'horizon 2050, le potentiel de production d'énergie renouvelable permettrait de couvrir quasiment 100% de nos besoins en énergie.
Donc voilà, il y a un peu de boulot encore pour atteindre tout ça. Et par ailleurs, nous avons reçu récemment le bilan énergétique de la commune pour 2022. Et donc ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous avons consommé 1781 mégawatts. C'est une baisse qui représente une baisse de 7% par rapport à l'année dernière. En termes de dépenses, on a dépensé 216 000 €. Donc 5 000 € de plus que 2021. Et concernant les rejets en CO2, nous avons donc rejeté 328 tonnes, ce qui représente une baisse de 9% par rapport à 2021. Donc voilà pour les chiffres que je peux donner aujourd'hui, sachant qu'on reçoit le conseiller en énergie partagée de GMVA début juillet, je crois autour du 10 juillet. Et donc là, nous aurons la possibilité, nous aurons une analyse de tous les postes qui sont concernés. Et aussi, il y avait dans les fluides, parce qu'il n'y a pas que le gaz, l'électricité ou le fioul, il y a aussi la consommation d'eau qui a baissé de 4% par rapport à l'année dernière. Voilà. Merci pour ces précisions. Oui, baisse donc, des consommations, baisse du bilan carbone, on va dire, au sens large. Mais on voit que la hausse des prix est là. Hein, donc là, on est... Pardon, c'est un commentaire, mais bon, je crois que c'est la situation de beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet qui montrent qu'on prend une bonne route, mais il va falloir que ça se confirme dans les années qui viennent? Pas d'intervention? Bon, merci Sandrine. Alors, après débat, le conseil municipal est donc invité à approuver le renouvellement de l'adhésion de la commune au service de conseil en énergie partagée de Golfe du Morbihan, agglomération, nommée Sandrine Cartron en tant que référente élue et Marine Poder en tant que référente technicienne. Mais on n'en avait pas parlé. Effectivement, il faut des référents, un élu, un binôme, un élu, un technicien, donc une technicienne. Autoriser le maire à prendre toute disposition et signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. Des oppositions, des abstentions, adoptées à l'unanimité. On continue avec la délibération numéro 58. Il s'agit là de la convention de partenariat relative à la mise en place de la navette électrique gratuite durant la saison estivale qui arrive. Vous avez une annexe numéro 9 et je passe la parole à Fanny Lemantec. Merci Pascal. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, donc cette délibération porte sur la mise en place de la navette estivale comme chaque année depuis 2009. Il y a pour objet donc d'approuver la convention que l'on passe pour cela avec Morbihan Énergie et la Compagnie des Ports. Donc elle circule juillet-août. Elle a pour objet principal de désengorger la Pointe d'Aradon et les parkings de la Pointe d'Aradon, avec un circuit, donc des parkings de Balbras en passant par le bourg, puisqu'elle ne passe pas cette année par la rue Plessis-Cararon, et descend voilà, dans le bourg au camping, et elle va à la pointe où elle peut se recharger. Elle circule donc juillet-août. Je crois que vous avez tous reçu un mail pour vous informer qu'il y avait un problème par contre de recrutement. Comme beaucoup de services touristiques, malheureusement en ce moment, il semblerait qu'on puisse bien se débrouiller sur août, mais sur juillet, c'est problématique. Donc ça date de la fin de la semaine dernière, je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Pardon, pas Philippe ? Il semblerait qu'on ait rencontré ce jour un candidat qui répond à nos attentes, donc on croise les doigts, on attend la confirmation, mais on aurait trouvé. Ce qui n'empêche pas, si vous avez des contacts, quand même d'en parler, parce qu'on ne sait jamais, les choses sont très fluctuantes en matière de travail saisonnier. Très bien, merci Philippe. Donc effectivement, on croise les doigts. Donc je vais vous dire la délibération. Vu la convention avec Morbihan Énergie portant mise à disposition d'un véhicule électrique avec la Compagnie des Ports du Morbihan, du 26 novembre 2018 et vu l'avis de la Commission Finances, Vie économique et touristique du 14 juin 2023. Depuis 2009, la commune met en place un service de navette gratuite durant la période estivale. Ce dispositif est nécessaire au vu de la fréquentation importante du site de la Pointe par les Aradonnais, les visiteurs et les usagers du port. Pour continuer à accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions et pour éviter les stationnements anarchiques les mois de forte affluence, il est proposé de renouveler ce dispositif donc pour la saison 2023. Comme les autres années, le fonctionnement de cette navette sera mis en place en régie.
Cette navette circule tous les jours, donc du 1er juillet au 31 août, 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30, avec une rotation toutes les 15 minutes environ. Donc l'itinéraire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui part du parking de Balbras jusqu'à la Pointe, en passant donc, la giratoire de la Brèche, la rue Bourvette-Auberto, la rue François-Jarlegan pour le camping et la Pointe. C'est un service qui est bien entendu gratuit pour tous les usagers. Le coût du service, qui est d'un montant estimé à 11 021,55 €, est pris en charge donc, par la société publique locale, donc des compagnies des ports, à hauteur de 1 500 €. Et nous avons également 2 partenaires privés sur ce fonctionnement, la société Xena Croisière à hauteur de 1 500 € et le Super U d'Aradon à hauteur de 2 000 €. Donc la commune d'Aradon a un solde à hauteur d'un montant estimé à 6 021,55 €. Donc un fonds de concours, une demande de fonds de concours pardon, a été adressée à GMVA cette année encore pour un montant de 2 107,54 €. La convention de partenariat a pour objet de préciser donc les engagements et les modalités de financement de ce service. Merci Fanny pour ces précisions. Alors, des interventions, Catherine, je vois. Bon, j'ai une première réponse. Je voulais savoir si effectivement il y avait eu un conducteur de trouver ou pas. Et sinon, par rapport aux horaires, on parle d'un conducteur, mais en fait, il faut plusieurs personnes. Parce que là, ça fait 35 heures. Oui, donc effectivement, il y a en fait 2 conducteurs sur la navette. Il y a un plein temps qui fait un mi-temps sur le camping et un mi-temps sur la navette pour les jours où le conducteur est en congé, bien évidemment, 2 jours par semaine. Donc on avait le mi-temps camping navette, on n'avait pas le plein temps en fait. Donc j'espère qu'effectivement ça va bien se passer. Ok, merci. Merci, Dani. J'ai une question. Est-ce judicieux de faire une pause de 12h30 à 15h et est-ce qu'on est obligé de commencer à 9h30? Est-ce qu'il y a vraiment une demande à 9h30? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent manger sur la plage ou des choses comme ça, non? C'est une question que je me pose par rapport aux horaires. Alors, ça fait quand même un petit moment que cette navette circule, donc c'est vrai que c'est probablement l'expérience qui a fait commencer tôt. Ça permet aux gens, les jours de marché aussi, de venir tôt. Il y a pas mal de gens qui l'utilisent pour ça, d'après ce qu'on m'a dit. Effectivement, on est obligé de faire une assez importante pause le midi, justement pour que le chauffeur ne fasse pas trop d'heures. C'est pas facile, peut-être qu'on peut en rediscuter, refaire un petit point à la fin de cette saison-ci. Pour compléter, on a aussi l'intérêt de la navette qu'on doit optimiser pour amener les gens à la pointe et notamment certaines personnes qui prennent des bateaux pour des excursions ou des transits vers l'île aux Moines et autres. Quoi. Donc c'est à la fois, c'est aussi une manière de désengorger nos parkings et en partant à ces heures-là, il semblerait que ça satisfasse ce type de clientèle. Ok. Merci. D'autres questions, non? Nous allons voter après débat. Le conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver les termes de la convention, autoriser le maire à prendre toutes les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier, signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente convention. Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Délibération numéro 59. Il s'agit des tarifs de la médiathèque et je vais passer la parole à Patrick. Merci, Monsieur le maire. Donc, avant de parler de tarification de la médiathèque, juste pour vous donner un petit point sur le fonctionnement de la médiathèque. Donc, aujourd'hui, ça fonctionne donc avec des agents, mais ça fonctionne aussi avec des bénévoles. Et si vous avez vu dans le dernier LEDA, il y avait un bel article sur ces bénévoles. Donc, ils sont à peu près une douzaine. Actuellement, donc, en stock, il y a 8200 documents en accès libre.
il y a 22 500 imprimés, livres, bandes dessinées, etc. Il y a 2600 CD et il y a 3100 DVD. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, il y a une opération qui va être mise en place de désherbage. Il y a beaucoup de documents, des documents qui sont anciens, certains ne sont pas lus par les adhérents, et voilà. Donc il faut de temps en temps désherber. Donc, et puis donc c'est une obligation pour les médiathèques pour réaliser ce désherbage de leurs fonds. Donc ce désherbage il consiste à trier les documents mis à disposition du public et à éliminer une partie des documents après un processus de sélection. Donc il y a des critères de désherbage sont les suivants. Donc le mauvais état physique, l'ancienneté, le contenu obsolète, le désintérêt public, je l'ai dit tout à l'heure. Donc la mise en œuvre de ce désherbage, donc le document peut être réparé, mis en réserve, mis au pilon, détruit et recyclé, donné à une association caritative ou encore vendu au public pour un tarif modique s'il est en état. C'est ce qu'on va vous proposer par la suite. Donc depuis 2020, la médiathèque d'Aragon a commencé à désherber des documents. La situation actuelle, donc la médiathèque d'Aragon réalise déjà des actions suivantes pour la gestion de ses fonds. Mise en réserve des documents à des fins de conservation, dont à d'autres services de la commune, centres de loisirs, écoles, etc., dont à Bouc Hémisphère, puisqu'on est adhérent à Bouc Hémisphère depuis 2008. Et puis donc, sinon, il y a du pilon et du recyclage depuis 2018. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de procéder donc à une vente, braderie, donc 2 fois par an, des documents donc, qui ont été éliminés des collections. Donc pour un prix symbolique donc de 1, 2, voire 5 € en fonction du type de document. Vous verrez après sur le tableau. Cette proposition a plusieurs avantages car il s'agit d'une démarche de développement durable qui permet de recycler les documents en leur donnant une nouvelle vie. Donc on va vous inviter donc à voter ces tarifs. Alors, les premiers tarifs, c'est les tarifs d'adhésion, et qui sont donc les mêmes pour le même pôle, c'est-à-dire nous on fait partie du pôle rose, où il y a donc Aden, Le Bono, Plérin et Bougoumène, et donc chacun a le même tarif. Donc on vous propose de laisser ces tarifs comme pour les années 2022-2023, donc 10, 15, 5 €, etc. Donc tout le reste ne change pas, et puis donc ce qu'on vous demande d'accepter, donc c'est pour le désherbage, donc avec les fameux 3 tarifs, donc 1 €, 2 € et 5 €. J'ai été clair? Et on a été précis, il me semble. Il y a peut-être des questions complémentaires. On va voir. Donc y a-t-il des questions ou des remarques sur ce sujet? Donc tu as été clair visiblement. Voilà. Non, c'est un produit chimique sans pesticides. Sans pesticides. Donc rien d'autre, on va pouvoir passer au vote alors. Après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver ce nouveau tarif communal applicable à compter du 1er juillet 2023, autoriser le maire à prendre toutes les dispositions utiles et de signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Bordeaux, adopté à l'unanimité. Nous allons terminer, me semble-t-il, avec la délibération 60, pardon, numéro 14, délibération 60 concernant la modification de la convention 7 du Golfe. Vous avez une annexe 10, je vais vous le présenter en quelques mots. Alors, comme vous savez, en 2016, les communes d'Aradon et de Vannes se sont rapprochées pour créer ce qu'on appelle un EPCC, un établissement public de coopération culturelle, qui est donc bien un établissement public entre les 2 communes, de façon à additionner le contenu artistique et culturel de leurs 2 salles, le Théâtre de Bretagne et la Lucarne. Donc cette fusion, on va dire, cette création de PCC s'est fait avec un certain nombre
de conditions en termes de mise en commun de locaux, de matériel bien entendu, et puis de personnel. Voilà. Concrètement, Aradon, la lucarne, a conservé la gestion de sa salle, la propriété bien sûr, la gestion de sa salle, plus une personne, Jordan, notre régisseur, hein. Et à l'époque, il y a des personnes qui ont été transférées, il y en a qui sont parties, hein. Ça n'a pas été simple hein, à l'époque, hein, on s'en souvient, pour ceux qui étaient là en 2016, ça n'a pas été tout à fait simple. Ceci étant, ça a permis donc entre les deux salles, et Van a fait de son côté la même chose avec le théâtre de Bretagne. Le PCC est devenu une entité en tant que telle, et une collectivité et entité employeur, qui a aujourd'hui une équipe qui s'est composée à partir de la mise à disposition de l'époque, plus des recrutements depuis 2016. Cette équipe, bien sûr, est arrivée avec un projet artistique et culturel, comme dans toutes les scènes. C'est une scène conventionnée, locale, régionale. Cette équipe est arrivée avec donc une directrice, Ghislaine Goubi, et son projet culturel et artistique a été adopté à l'époque par les gens qui composaient cette EPCC. Hein. Aujourd'hui, on n'a toujours que les deux communes qui composent cette EPCC. L'objet de la modification de la convention qui vous est présentée ce soir, c'est une modification pour y intégrer le PCI GMVA. Donc Vanaglo va devenir membre à part entière de l'EPCC. On aura donc un EPCC à 3 membres, 3 collectivités, 2 communes et un EPCI, une interco, comme on dit. Jusqu'à présent, Vanaglo apportait une aide sous forme de subvention annuelle qui était qui pouvait être différente d'une année à l'autre, bien sûr, en fonction de ce qui a été présenté et accepté. L'idée est que Vanaglo rentre dans le PCC avec une contribution fixe, comme les 2 communes, hein, la contribution fixe, on parle là de la contribution qui permet de faire fonctionner le budget artistique et culturel. Je ne parle pas de la partie bâtimentaire, entretien courant et personnel mis à disposition. Donc, jusqu'à présent, hein, Van a porté 930 000 euros, je crois. J'ai plus le chiffre sur moi, excusez-moi. Aradon, 90 000 euros pour ce fonctionnement. Et donc, GMVA va rentrer en apportant 100 000 euros. Voilà, c'est la contribution. Dans un deuxième temps, et ça va aller assez vite, je crois, au prochain conseil communautaire, Vanaglo va désigner une personne qui va représenter, bien sûr, Vanaglo au sein de cette EPCC. Aujourd'hui, le PCC est composé d'un certain nombre d'élus et de représentants du monde culturel dans le conseil d'administration, donc de droit. Vous avez un président qui est issu de Vannes et vous avez 2 vice-présidents qui sont le maire de Vannes et le maire d'Aradon. Voilà. Nous aurons là maintenant une personne de Vanaglo, je peux le dire, qui sera probablement Nathalie Leluerne, en tout cas c'est elle qui sera proposée puisqu'elle est la vice-présidente à la culture à Vanaglo et maire de Plodrin. Voilà pour comprendre. Donc, dans cette convention, le reste de la convention reste entier. Vanaglo apporte 100 000 euros. Nous avons pris soin d'apporter une contribution complémentaire à la demande de l'EPCC depuis que nous sommes arrivés. Ils souhaitaient que Aradon donne beaucoup plus sur le budget de fonctionnement artistique et culturel. Nous sommes restés à 90 000 euros. Nous avons, vous l'avez vu dans le bordereau, nous nous engageons à apporter 95 000 euros au budget 2024 et passer à 100 000 euros de budget 2025. L'idée est d'être à la parité avec Vanaglo pour le moment. Alors, nous sommes conscients que la demande est plus importante de la part de l'EPCC, de façon à fournir plus en matière culturelle, parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces salles en matière d'artistes vivants et d'art vivant, hein, parce que c'est ça qui est le plus important. Il faut bien prendre en compte que nous sommes dans un contexte où la directrice actuelle et donc son projet culturel, celui qu'elle fait vivre aujourd'hui, pour ceux qui pratiquent les 2 salles, la directrice actuelle s'en va fin décembre. Vous l'avez peut-être vu dans la presse ou au moment de la présentation de saison. Donc Ghislaine Goubi part fin décembre, 1 an avant la fin de son contrat pour des raisons personnelles. Donc elle a fait ce choix. Nous allons donc procéder au recrutement d'un nouveau directeur ou de nouvelle directrice sur la fin de l'année.
de façon à ce que cette personne soit opérationnelle, bien sûr, probablement un petit peu avant la fin de l'année, si nous pouvons, sinon ce sera au 1er janvier. Et dans ces modes de recrutement dans ces établissements, hein, c'est soumis à l'avis de la DRAC, qui sera dans le jury, hein, la direction régionale des affaires culturelles. Enfin, c'est un système assez lourd, et les personnes qui vont se présenter en tant que personnes avec leurs compétences, mais surtout en apportant un projet culturel et artistique, suite à la rédaction d'un cahier des charges sur ce que nous souhaitons pour notre secteur. Et nous choisirons donc un projet et la personne qui le mène en même temps. C'est intimement lié. C'est-à-dire qu'ensuite, la personne déroule son projet et nous n'intervenons pas dans ses choix artistiques. Je crois qu'il faut bien comprendre en matière culturelle, pour ceux qui ne connaissent pas, que ça se passe comme ça. C'est donc très important, la manière dont on va les choisir. Donc, moi, dans les discussions avec le BCC 7 du Golfe, donc avec le président notamment Fabien Le Guernevet, c'est de dire, attendons de connaître ce nouveau projet culturel et artistique avant d'engager des fonds supplémentaires de la commune d'Aradon. On n'est pas contre la chose, mais on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, de quoi parle-t-on, qui va mener ça, et puis comment la lucarne va être servie dans l'ensemble. Hein. Vous savez que même à titre personnel, dans l'ancienne mandature, je m'étais assez plaint que Aradon n'était pas assez servi à un moment donné. Ça s'est bien amélioré, hein, on peut le dire, le niveau artistique et culturel est excellent, hein, toute la programmation est excellente, tout ne plaît pas à tout le monde, ça on est bien d'accord, mais c'est le propre de la culture. Mais simplement c'est qu'on est arrivé à un niveau artistique et culturel qui est très bon. Donc, attendons de voir la suite. Hein. Je rappelle aussi que nous avons, dans le mandat-là, décidé aussi de faire un complément à cette saison culturelle sur d'autres domaines qui ne sont pas en concurrence avec les arts vivants qui sont développés là, à un niveau un peu plus accessible à plus de monde. Donc, on a ce budget qu'on y consacre aussi, hein, qui vient compléter ce que nous appelons l'offre culturelle de la lucarne. Voilà les éléments du tout. Je voulais vous en parler un petit peu plus largement que le simple bordereau, qui n'est que l'entrée dans cette EPCC de GMVA. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je ne lis pas le bordereau, vous avez l'ensemble ici. Et avec ce que je vous ai dit maintenant, je vous laisse la parole si vous souhaitez la prendre. S'il vous plaît. Merci d'intervenir aussi fortement. Rien à dire sur la culture? Ah, quand même, une parole là-bas. Véro. Oui, en fait, c'est pas trop sur la culture, même si j'ai bien remarqué que Ghislaine Goubier, elle était excellente et qu'elle avait fait augmenter de, je ne sais plus combien de pourcents les adhérents. Hein, donc, voilà, regretter. Non, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un troisième partenaire, puisque GMVA rentre avec 100 000 € et les autres donnent la même chose, c'est-à-dire qu'au départ, on avait 130 plus 90, donc 220, et là, on va avoir 320. 900 € la commune de Vannes. Quelqu'un a le détail de la convention? Alors, je veux bien voir les chiffres. J'ai entendu 130. Ah, 900. 900, oui, pardon. Oui. Alors, tu te souviens, tu étais à l'époque, tu faisais partie prenante de l'équipe à l'époque. Non, mais simplement c'est que Vannes avait mis 930 000 €, d'accord, dans le fonctionnement, et Aradon n'avait mis que 90 000 €, 10% de cette somme-là, ce qui n'est pas énorme. Hein. Je dis à tout le monde, hein, que les choses soient claires, si on reprenait une salle au titre de la commune, tout seul, la lucarne tout seul aujourd'hui, c'est 450 000 € de fonctionnement artistique. Il faut être, ça nous coûterait 450 000 €, donc je suis très à l'aise là-dessus. Donc c'est bien 930 et Aradon 90. Et GMVA rentre avec 100 000 sanctuarisés, stabilisés. J'ai une question, parce que proportionnellement, voilà, ça marche plus. Par contre, je peux saluer Antoine Mercier qui avait bien négocié. Alors, sous l'angle comptable, oui. Mais on l'avait aussi regretté, mais sous l'angle comptable, effectivement. Mais aujourd'hui, on revient vers nous en nous disant, Aradon, vous ne donnez pas assez, quoi.
hein. Donc là, c'est collectif aussi. Il faut aussi qu'on sache qu'on veut mettre dans une structure comme celle-là et qu'est-ce qu'il y a derrière, bien entendu. Donc c'est pour ça que je dis, je pense que le nouveau projet artistique et culturel nous permet de rediscuter de cette question-là. Parce que c'est plus sain que par rapport à un projet qui était en train de se terminer. Si vous en êtes d'accord, on en rediscutera, bien entendu, en conseil. Voilà. D'autres remarques? Non? On peut voter? Alors, après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la convention ci-jointe, autoriser le maire à prendre toutes les dispositions utiles et signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Des oppositions? Des abstentions? Bordereau adopté à l'unanimité. Merci. Quelques points d'information pour finir et ensuite je vous lâche. Donc, les conventions mises à disposition, vous les avez. Tout le monde commence à parler. Vous avez 5 minutes. Je vous demande s'il vous plaît 5 minutes et après c'est bon. Et des commentaires, des questions sur les conventions mises à dispo? Non. Les décisions prises sur le fondement de la délibération, donc les décisions d'attribuer le marché d'éclairage et de revêtement sportif à la SA Brunet et la SAS S2TS pour le gymnase Henri Le Ouellec. Des questions? C'était qui avant? Non, c'est le bon. Non, c'est le bon. Patrick, vas-y. Non, c'est les travaux qui sont prévus à la salle Henri Le Ouellec. On refait le sol, on change d'éclairage et on modifie les accès les issues de sécurité. Donc voilà. Merci. Les travaux vont démarrer à compter du 3 juillet et se termineront le 25 août. Parfait. Les opérations financières de la carte achat public, des commentaires peut-être? Pas de commentaires. Les naissances et les décès, ben je vous les, comme d'habitude, donc on est dans un rapport de 1 à 3,5, quoi. Et il n'y a pas tout le monde au moment où on rédige. Voilà. Et le tirage au sort des jurés d'assises, certains, je ne sais pas qui a participé au tirage, ça s'est fait ici publiquement, comme à chaque fois. Eric était là, Lorraine, Marie-Made, Sabine. Voilà. Donc on a fait un tirage au sort avec un logiciel de tirage au sort. Alors, le jour d'après le tirage au sort, il y a eu un décès parmi les 12 personnes. Il s'agit de Brigitte Moulin et Guézangar. Donc on a évité d'envoyer la lettre, évidemment, et on a prévenu le tribunal. Voilà pour les éléments d'information. Alors, est-ce que quelqu'un a des infos à donner avant de se retirer pour passer un été agréable? Non, il y a quelques points d'infos? Non. On va dire que c'est bon. Yves, tu as des choses à dire? De madame, alors il n'y a pas de remplacement dans ce cas-là. Voilà, le tirage au sort a eu lieu, il n'y a pas de tirage complémentaire. Alors on sait que dans le potentiel de personnes tirées, il y en a très peu qui finalement vont assister au procès. Hein. C'est pour les assises. Donc on s'est renseigné. Voilà, mesdames, messieurs qui êtes là, chères spectatrices, qui est là toute seule, la bête, et les gens qui sont au bout de la caméra, donc je vous salue. On se donne rendez-vous en septembre, c'est le combien de septembre? Le 12 septembre, hein, c'est ça? Mardi 12 septembre, pour d'autres aventures. Et écoutez, je vous souhaite un très bel été, faites attention à la chaleur, et profitez-en bien, il y a de l'animation partout. Merci, bonsoir. Là, ça fait porter.